Une récente étude suggère que l'univers est similaire à ton cerveau, mais à une échelle beaucoup plus grande. Le réseau neuronal du cerveau contient environ 86 milliards de neurones. L'univers observable compte au moins 100 milliards de galaxies. Les galaxies et les neurones ont tous deux une structure similaire. C'est un réseau complexe de nœuds reliant de longues fibres filiformes. Mais dans chacun de ces systèmes, les fibres ne représentent que 30% de la masse totale. Et les 70% restants sont soit de l'eau, dans le cerveau, soit de la matière noire, dans l'univers. Les façons dont les galaxies et les réseaux de neurones se connectent les uns aux autres sont étonnamment similaires. Dans les deux cas, le processus suit les mêmes principes physiques. Toutefois, certains chercheurs affirment que la ressemblance entre le cerveau et l'univers n'est que superficielle. Ton esprit perçoit de petits détails et les connecte les uns aux autres. Puis, il arrive à une conclusion qui n'a rien de commun avec la réalité, comme le cerveau est un mini-univers. Dans des milliards d'années, l'univers va probablement s'étendre tellement que nous ne pourrons plus voir aucune étoile dans le ciel. Pour transformer la Terre en un trou noir, il faudrait la presser jusqu'à ce qu'elle ait la taille d'une bille. Et si on voulait que le Soleil devienne un trou noir, il faudrait le comprimer jusqu'à ce qu'il ne fasse plus que 6 km de diamètre. Une galaxie à sursaut de formation d'étoiles, ou galaxie starburst, est une galaxie qui forme des tonnes de nouvelles étoiles à une vitesse fulgurante. Cela se produit généralement après la fusion de deux galaxies en une seule. Alors que la Terre n'a qu'un seul satellite naturel, Jupiter est entouré d'au moins 79 lunes. Dans l'univers, il n'y a pas seulement des planètes naines, mais aussi des galaxies naines. Elles comptent de 1000 à quelques milliards d'étoiles. À titre de comparaison, notre galaxie, la Voie lactée, est composée de 250 à 400 milliards d'étoiles. Un trou noir supermassif, situé à 250 millions d'années-lumière de la Terre, émet le son le plus grave jamais détecté de n'importe quel objet de l'univers. Il est 1 billiard, c'est-à-dire 1 avec 15 zéros, 2 fois plus profond que ce que l'oreille humaine peut percevoir. La planète Kelt 9b est située à 670 années-lumière de la Terre. C'est une Jupiter ultra chaude, c'est-à-dire une planète géante à la température insoutenable et avec une masse similaire à celle de Jupiter. Sur Kelt 9b, la chaleur est si élevée sur la face éclairée de la planète qu'elle déchire les molécules. Tout liquide flottant dans l'espace se transforme en sphère. Cela se produit également en orbite terrestre basse. Notre galaxie d'origine, la Voie lactée, a plus de 105 000 années-lumière de diamètre. Toutes les planètes du système solaire pourraient tenir entre la Terre et la Lune avec un peu d'espace en réserve. Les trous noirs spaghettisent les objets. Cela arrive quand un objet dépasse le point de non-retour. La force gravitationnelle du trou noir commence alors à étirer cet objet dans une direction et à le comprimer dans une autre. Le premier corps céleste que les astronomes ont identifié comme étant une spirale est la galaxie Whirlpool. Ses longs bras sont faits de gaz et d'étoiles, et le tout est saupoudré de fine poussière spatiale. Quand tu es sur Terre, tu ne peux voir que 5% de l'univers. Une étoile qui s'approche trop près d'un trou noir peut être déchirée par sa force gravitationnelle. WASP 12b est une planète géante située à 1400 années-lumière de la Terre. Elle est principalement composée de gaz. Malheureusement, la planète est condamnée. Elle orbite trop près de son étoile mère. Dans environ 10 millions d'années, WASP 12b sera avalée par son Soleil à vide. Notre galaxie, la Voie lactée, et la galaxie d'Andromède, sa voisine la plus proche, vont se rencontrer dans un peu moins de 4 milliards d'années. Lorsqu'elles se heurteront, elles formeront une énorme galaxie elliptique. Une des plus petites lunes de Saturne, Encelade, reflète presque 90% de la lumière du Soleil. Cela fait de cette lune l'un des objets les plus brillants du système solaire. Mais comme elle réfléchit la lumière du Soleil au lieu de l'absorber, les températures à la surface glacée d'Encelade chutent à moins 200 degrés Celsius. La plus haute montagne du système solaire est Olympus Mons sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest. Si tu te trouvais au sommet d'Olympus Mons, ces pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Dans notre système solaire, Mercure et Vénus sont les deux seules planètes sans lune. Les scientifiques qui prévoient d'envoyer des robots sur Mars veulent charger les machines avec beaucoup de matériel lourd. Les robots seront également construits avec des matériaux plus résistants. Tout cela à cause de la gravité relativement faible de la planète rouge.
Tout ce qui se trouve sur Mars est presque 3 fois plus léger que sur la Terre. La plus grande lune de Pluton fait la moitié de la taille de la planète naine elle-même. Cela fait de Charon, c'est le nom de cette lune, le plus grand satellite connu par rapport à la taille de sa planète mère. Il y a des balles de golf sur la Lune. Elles ont été lancées lors de la mission Apollo 14. Les mathématiciens affirment que des trous blancs pourraient exister, même si les scientifiques n'en ont pas encore trouvé. Si tu tombais sur un trou blanc, tu ne pourrais pas y entrer de l'extérieur, mais tu verrais la lumière et la matière s'échapper de l'intérieur. Sur notre planète, une rotation complète prend une journée, mais le Soleil est si énorme qu'il lui faut 25 à 35 jours terrestres pour accomplir une rotation complète. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle a plutôt la forme d'un œuf à cause de la gravité de la Terre. Les combinaisons spatiales protègent les astronautes des énormes différences de température pendant les sorties dans l'espace, de moins 160 degrés Celsius à plus 120 degrés Celsius. Une étoile à neutrons naît après l'effondrement d'une supernova. Après la naissance, elle tourne extrêmement vite, environ 60 fois par seconde. Mais ce rythme peut parfois atteindre 600 tours par seconde. En 2007, les astronomes ont commencé à recevoir des signaux radio ultra lumineux et ultra forts. Appelés sursauts radio rapides, ils provenaient d'un endroit situé à des milliards d'années-lumière de distance. Lorsque les astronautes sont dans l'espace, ils voient souvent des éclairs lumineux aléatoires. Ils se produisent lorsque les rayons cosmiques frappent le nerf optique de l'œil. Si tu voyageais autour de l'équateur de Pluton, la distance parcourue serait la même que si tu marchais de Rome à New York. Si tu visitais GJ 504b, une planète située seulement à 57 années-lumière de la Terre, tu verrais que la planète brille. C'est à cause de la chaleur qui est restée après sa formation. La couleur de la planète est d'un rouge terne, comme une fleur de cerisier foncé. Jupiter a le jour le plus court de toutes les planètes du système solaire. Il ne dure que 9 heures et 55 minutes. À cause de sa rotation rapide, Jupiter n'est pas une sphère parfaite, elle est un peu aplatie. Vénus abrite plus de volcans que toutes les autres planètes du système solaire. Il y en a au moins 1600 à la surface de la planète. Mais la plupart d'entre eux sont éteints. Mercure a des rides. Lorsque son noyau de fer s'est refroidi, la croûte de la planète s'est contractée. Cela a rendu la surface de la planète irrégulière. Les pâtes nucléaires que l'on trouve à l'intérieur des étoiles à neutrons sont considérées comme la substance la plus solide de l'univers. Ces nouilles de neutrons peuvent être 10 milliards de fois plus solides que l'acier. Certains astronomes pensent que les trous noirs pourraient n'avoir aucun horizon d'événement, alias le point de non-retour. Au lieu de cela, il pourrait simplement s'agir d'un horizon apparent. Il ne peut que piéger des choses pendant un certain temps. Plus tard, la matière ou l'énergie s'échappe, mais sous une forme différente. Chaque mission Apollo a nécessité 15 combinaisons spatiales. Chaque membre de l'équipage principal, composé de 3 personnes, avait besoin de 3 combinaisons. L'une était destinée à l'entraînement, l'autre au vol, et il y avait aussi une combinaison de secours, au cas où quelque chose tournerait mal avec la combinaison de vol. Et chacun des 3 membres de l'équipage de réserve avait également 2 combinaisons spatiales, une pour l'entraînement et une pour le vol. Les scientifiques pensent que Mercure pourrait encore avoir un noyau partiellement fondu. Cela pourrait expliquer pourquoi la planète a un champ magnétique, même s'il n'équivaut qu'à 1% de celui de la Terre. Les tempêtes de poussière sur Mars sont les plus violentes de tous les systèmes solaires. Elles peuvent faire rage pendant des mois. Sur la planète Kepler 16b, qui se trouve à 245 années-lumière de la Terre, ce ne sont pas un, mais 2 soleils qui se couchent à l'horizon. La planète est aussi massive que Saturne, mais à une densité plus élevée. Il faut 45 minutes pour enfiler une combinaison spatiale. Une fois que c'est fait, un astronaute a besoin d'1 heure supplémentaire pour s'adapter aux nouvelles conditions. Les boules de feu qui frôlent la Terre sont des météores brillants qui entrent dans l'atmosphère terrestre, mais qui la quittent ensuite. Triton, l'une des lunes de Neptune, tourne dans le sens inverse autour de sa planète. C'est la seule grande lune de toutes les planètes connues à le faire. Triton se rapproche aussi peu à peu de Neptune. Les experts pensent que la Lune finira par se désagréger sous l'effet de la gravité de Neptune. Et elle formera alors un anneau autour de la géante gazeuse. La planète naine Haumea, qui est plus éloignée de la Terre que Neptune, est vraiment bizarre. Elle se trouve en orbite dans la ceinture de Kuiper, un anneau en forme de beignet constitué d'objets glacés qui tournent autour du Soleil. Haumea a 2 lunes, une forme bizarrement allongée et un jour qui dure 4 heures terrestres. Mais la chose la plus étonnante, la planète naine est entourée d'anneaux incroyablement fins.
Ils sont probablement le résultat d'une ancienne collision. Il faut à Neptune près de 165 années terrestres pour accomplir une orbite complète autour du Soleil. En d'autres termes, depuis que la géante gazeuse a été découverte en 1846, elle n'a fait le tour du Soleil qu'une seule fois. Les satellites électroniques deviennent soudainement incontrôlables. Il y a des surtensions dans le monde entier. Certaines zones subissent même un blackout total. Les scientifiques disposent de peu de données sur cet incroyable comportement solaire. C'est pourquoi nous ne sommes toujours pas en mesure de prédire avec précision quand et comment se produira la prochaine tempête géomagnétique. Un événement de ce genre a eu lieu en juillet 2012, mais heureusement, il a manqué la Terre de peu. Mais à seulement 9 jours près. Pour te donner un aperçu de ce qui a failli se passer, il nous faut présenter quelques notions d'astronomie. Une tempête solaire est une série d'effets que nous ressentons ici sur Terre après que certains événements se sont produits sur le Soleil. Notre étoile n'est rien d'autre qu'une énorme boule de gaz en fusion qui se déplace constamment. Donc ces événements se produisent plus souvent que tu ne le penses. Pour qu'une tempête solaire se déclenche, notre Soleil doit émettre des rafales d'énergie. Elle se présente sous la forme d'éruptions solaires et d'éjections de masse coronale. Ces deux phénomènes envoient des charges électriques et des vagues de champs magnétiques vers la Terre à une vitesse stupéfiante d'environ 5 millions de kilomètres par heure. Lorsque ces tempêtes solaires atteignent notre planète, on peut voir des aurores boréales dans des endroits proches du cercle polaire. Mais elles peuvent aussi perturber les satellites ou d'autres types de communications électroniques. Certaines de ces tempêtes solaires peuvent être dangereuses, et en 2012, nous avons failli en subir une très puissante qui aurait pu avoir de graves conséquences. C'était même la plus puissante depuis plus de 150 ans, d'après les recherches effectuées par les astronomes. Mais comment avons-nous réussi à y échapper? Avons-nous fait quelque chose de particulier, ou bien était-ce qu'une pure coïncidence? Ce que nous savons, c'est qu'une de ces éjections de masse coronale a effectivement touché l'orbite de la Terre fin juillet 2012. Notre planète avait déjà quitté cet endroit précis alors qu'elle était sur sa trajectoire prévue autour du Soleil. Mais que se serait-il passé si elle ne nous avait pas manqué? Il s'avère que ces tempêtes solaires intenses sont dangereuses pour toutes sortes d'objets technologiques. Étant donné que nous sommes aujourd'hui littéralement entourés de gadgets, de nos smartphones à nos véhicules, imagine ce qui se passerait s'ils cessaient tous de fonctionner d'un coup. Voici comment les tempêtes solaires fonctionnent. Elles commencent par une explosion ou une éruption solaire. Ensuite, des rayons X et UV se déplacent vers notre Terre à la vitesse de la lumière. Les effets secondaires comprennent des pannes de radio et des erreurs de navigation GPS. Les effets peuvent se produire pendant un temps déterminé, car quelques minutes ou parfois quelques heures plus tard, des particules énergétiques atteignent notre atmosphère. Elles se déplacent à peine plus lentement que la vitesse de la lumière, mais elles peuvent choquer électriquement les satellites de la Terre et endommager leurs composants. Enfin, environ 24 heures plus tard, des nuages de plasma magnétisé nous atteignent également. Ils peuvent provoquer d'énormes pannes de courant, paralysant plus ou moins tout ce qui possède une connexion électrique. Il se peut même que nous ne puissions pas tirer la chasse d'eau de nos toilettes, puisque la plupart des réserves d'eau des villes utilisent des pompes électriques. Les effets de ces tempêtes géomagnétiques seraient toutefois différentes en fonction des endroits du monde. Pourquoi? D'après des recherches récentes, la géologie a beaucoup à voir avec cela. Mais revenons un peu en arrière pour brosser un tableau plus vaste. Attache ta ceinture, car nous allons faire un voyage dans la machine à remonter le temps, à une époque où la Lune n'existait même pas encore. Il y a 4,6 milliards d'années, notre système solaire était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, et c'est peu dire. Des centaines de nouvelles planètes ont commencé à se former autour du jeune Soleil. Des planètes comme notre propre Terre, Vénus ou Mars se déplaçaient encore dans le cosmos. Dans les années 1970, un astronome nommé Donald R. Davis a développé une théorie selon laquelle la Lune serait née lorsqu'une autre planète a heurté la Terre nouvellement formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Il a également indiqué qu'elle aurait pu avoir la taille de Mars et il l'a nommée Theia. Il est difficile d'imaginer à quoi cet impact aurait pu ressembler, même avec l'équipement dont nous disposons de nos jours. Les astronomes ont suggéré l'hypothèse d'un impact géant pour tenter de reconstituer ce mystère.
Après avoir heurté notre planète, les couches rocheuses extérieures de la Terre et de Theia ont été projetées dans un cercle de matière cosmique. De ces débris est né ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Le noyau de la Terre a apparemment consommé le noyau de fer de Theia, du moins s'il en avait un. Notre planète s'est également retrouvée dans la position qu'elle occupe aujourd'hui. Elle est ainsi devenue plus sensible aux tempêtes géomagnétiques. À l'époque, il y avait peu ou pas d'informations sur ce qui a pu arriver à Theia, à part nous offrir notre seul satellite naturel. Il a fallu plusieurs années à une série de scientifiques pour trouver une nouvelle idée passionnante qui a révolutionné ce que nous savions de notre planète. Ce qui a été oublié de Theia se cache sous 2 couches de roches de la taille d'un continent, au plus profond de notre planète. Cette théorie est aussi l'une des seules explications de la raison pour laquelle la Lune est si sèche et n'a pas vraiment de noyau de fer. Mais pourquoi la géologie est-elle si importante lorsqu'il s'agit de tempêtes géomagnétiques ? Eh bien, parce que des données récentes ont révélé que le type de roche sous tes pieds peut affecter la façon dont ta région s'adapte après de puissantes tempêtes géomagnétiques. Certains types de roches, comme les roches sédimentaires par exemple, ont généralement plus d'espace rempli d'eau, ce qui les rend électriquement conductrices. D'autres types de roches sont plus denses et présentent une plus grande résistance à l'électricité. Si une telle tempête se produit, les personnes vivant dans les Highlands de la Nouvelle-Angleterre risquent davantage de subir des perturbations majeures. A l'inverse, ceux de la plaine côtière centre-atlantique ont moins de raisons de s'inquiéter, simplement en raison de ce qui se cache sous leurs pieds. Comment avons-nous su à quel point ces tempêtes sont effrayantes ? Eh bien, ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Les tempêtes solaires attisent la curiosité de la communauté des astronomes depuis de nombreuses années maintenant. L'événement le plus emblématique de cette ampleur est l'événement de Carrington qui s'est produit en septembre 1859. Il nous a donné un aperçu de la puissance du Soleil. On l'a baptisé ainsi d'après un astronome anglais, Richard Carrington, qui a lui-même été témoin des éruptions solaires. La puissance de cette tempête solaire était quelque chose que les humains n'avaient jamais connu auparavant. La forte tempête géomagnétique a provoqué des aurores boréales à des latitudes aussi basses que le territoire d'Hawaï. Le matin du 1er septembre 1859, Richard Carrington s'est rendu dans son observatoire privé situé à l'extérieur de Londres. Il a ouvert le dôme de l'observatoire pour avoir une vue complète du ciel et a dirigé son télescope vers l'emplacement du Soleil. Il a vu un tas d'énormes taches sombres qui brillaient à la surface de notre étoile. Peu de temps après, Carrington a remarqué que 2 zones énigmatiques, intensément brillantes et pleines de lumière blanche, jaillissaient des taches solaires. Elles ont disparu 5 minutes plus tard, mais les effets se sont poursuivis sur toute la surface de la Terre. Plus tard dans la nuit, les communications télégraphiques du monde entier ont commencé à dysfonctionner. Des éclairs de lumière ont commencé à jaillir des machines télégraphiques, perturbant les opérateurs et mettant même le feu aux feuilles de papier. Des aurores colorées ont commencé à apparaître dans le ciel nocturne du monde entier, faisant gazouiller les oiseaux en pleine nuit. Certaines personnes ont même commencé à vaquer à leurs activités quotidiennes, pensant à tort que la journée avait déjà commencé. De nos jours, notre planète est quadrillée d'une méga-toile d'informations, si bien que l'impact d'une telle tempête solaire serait encore plus chaotique. Dans les années 1800, le système télégraphique n'en était qu'à ses débuts, mais cet Internet victorien était un moyen important d'envoyer des nouvelles et des messages privés. Même aux États-Unis, les opérateurs télégraphiques avaient déjà remarqué des interruptions locales à cause des orages et des aurores boréales. Mais l'événement de Carrington et ses effets étaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. De nombreuses lignes télégraphiques en Amérique du Nord sont devenues inutilisables. Un responsable de télégraphe, basé à Pittsburgh, s'est même souvenu que les courants circulant dans les fils étaient si forts que leur contact en platine risquait de fondre. Un autre exemple est celui d'un opérateur télégraphique situé à Washington DC, nommé Frederick W. Royce, qui a été blessé lorsque son front a touché un fil de terre. Les échantillons prélevés dans les endroits glacés de la Terre nous indiquent que l'événement de Carrington était 2 fois plus important que toute autre tempête solaire survenue au cours des 500 dernières années. Il est très difficile d'imaginer quel pourrait être l'impact d'une tempête de cette ampleur aujourd'hui.
Mais d'après un rapport de 2008, rédigé par l'Académie nationale des sciences, elle pourrait coûter entre 1000 et 2000 milliards de dollars de dommages. Il y a cependant des choses que chacun de nous peut faire pour aider à réduire le montant des dommages, comme acheter un générateur ou installer une source d'énergie de secours. Il peut s'agir d'un panneau solaire ou d'une éolienne. Plus efficace encore, nous pouvons équiper nos maisons de protecteurs de surtension qui se connectent à nos panneaux électriques et peuvent nous sauver de la foudre et d'autres surtensions. Et la solution la plus simple de toutes, il suffit de débrancher tous les appareils non utilisés. S'ils ne sont pas connectés à une source d'alimentation, ils ne peuvent être affectés par aucune surtension. Mercure. Il y a environ 3,8 milliards d'années, un énorme astéroïde est sur le point d'entrer en collision avec la planète. Boum! Des fragments volent dans toutes les directions avec l'onde de choc. Après que la poussière soit retombée, nous voyons un cratère qui fait presque la taille du lac Ontario. Mais le plus intéressant, c'est la forme de ce cratère. Il ressemble à une araignée. Un corps rond au centre et plusieurs pattes tout autour qui pointent dans différentes directions. Et le plus étrange, c'est que les pattes d'araignée ne sont pas tout à fait alignées avec le centre. Les scientifiques n'ont aucune idée de la façon dont un tel paysage a pu se former. Certains pensent que l'image de l'araignée est apparue là bien plus tôt et que la météorite tombant presque en son centre n'était qu'une coïncidence. Mais nous n'avons toujours pas d'explication claire sur la façon dont de telles fissures ont pu apparaître à la surface de Mercure. Un autre mystère sur Mercure concerne son origine en tant que planète. Selon une théorie, elle était autrefois la lune de Vénus, mais au fil du temps, elle aurait succombé à la gravité du Soleil. Notre étoile aurait littéralement arraché Mercure à l'orbite de Vénus, et la petite planète se serait mise à graviter autour de lui. Ce qui pourrait prouver cette théorie, ce sont les périodes de rotation de Mercure et de Vénus. Mercure perd progressivement de sa vitesse de rotation. Un jour sur cette planète équivaut maintenant à 58 jours terrestres, et cela augmente sans cesse. En même temps, après qu'elle ait perdu son pesant satellite, Vénus s'est mise à tourner un peu plus rapidement. Selon une autre théorie, Mercure serait entré en collision avec Vénus peu après l'apparition du système solaire. À cette époque, Mercure était légèrement plus grande que ce qu'elle est devenue par la suite. Mais alors, sa collision avec Vénus lui a fait perdre une partie de sa croûte, et un peu plus tard, Vénus a recueilli ses débris. Mais les scientifiques ne savent toujours pas avec certitude comment Mercure s'est formé. Uranus. Une géante gazeuse à 18 distances Terre-Soleil de notre planète. Cette planète semble calme comparée à d'autres géantes comme Jupiter avec ses tempêtes grosses comme la Terre. Et pourtant, Uranus possède elle aussi quelque chose d'inhabituel et d'unique. Cette tache sombre, par exemple, a été détectée par le télescope Hubble en 2006. À l'époque, elle faisait presque 2 fois la taille de l'Alaska. Quelques années plus tard, des points lumineux y sont apparus. Il s'est avéré qu'il s'agissait de nuages de méthane qui se déplaçaient à la surface de la planète à une vitesse de 480 km/h. Mais nous ne savons pas exactement ce qui provoque de telles tempêtes sur Uranus. Nous pourrons peut-être résoudre ce mystère en nous penchant sur un autre aspect énigmatique d'Uranus. Cette planète tourne sur elle-même, couchée sur le côté. Si tu regardes l'axe de notre planète, tu verras qu'il est vertical et seulement à peine incliné. C'est la même chose pour la plupart des planètes de notre système solaire. Mais pas pour Uranus. Son axe est presque horizontal et pointe vers le Soleil. L'un des pôles d'Uranus est entièrement éclairé presque tout le temps. Le jour polaire sur la planète dure 42 années terrestres. Lorsque l'inclinaison de l'axe d'Uranus vient à changer, le jour polaire commence de l'autre côté de la planète. Le pôle jusque-là éclairé plonge dans l'obscurité pendant 42 ans. Ce changement de saison peut provoquer de graves tempêtes à la surface de la planète. Mais on ne sait pas exactement pourquoi Uranus est couché sur le côté. Peut-être qu'il y a des milliards d'années, la géante gazeuse est entrée en collision avec plusieurs astéroïdes qui étaient sur le point de devenir de jeunes planètes. De telles protoplanètes, dont la taille et le poids auraient été similaires à ceux de la Terre, auraient pu faire basculer Uranus après s'être écrasé sur elle. Mais ce n'est encore qu'une hypothèse. Passons maintenant à Europe, la lune de Jupiter. Le grand mystère ici est de savoir s'il y a de la vie sur cette lune. Les scientifiques n'excluent pas une telle possibilité. Tout ce que l'on peut voir à la surface de cette lune, c'est de la glace. Les rayures que l'on y aperçoit sont en fait de longues et larges fissures. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que cette lune n'était rien de plus qu'un bloc de glace. Mais maintenant, ils pensent qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide à l'intérieur. Le noyau d'Europe est chauffé par les forces marémotrices de Jupiter. Ce noyau chaud fait fondre la glace qui l'entoure, donc il pourrait vraiment y avoir un immense océan sous cette croûte de glace. Comme l'eau est la base de la vie, différents micro-organismes pourraient y exister.
Mais nous ne le découvrirons que si nous y envoyons une sonde. Il nous faudra forer au travers de 2 douzaines de kilomètres de glace solide et chercher dans un océan 2 fois plus grand que tous les réservoirs d'eau sur Terre. Regarde maintenant la lune de Saturne, Titan. C'est la 2e plus grande lune du système solaire. Elle est 50% plus grande que le satellite naturel de la Terre. C'est le seul endroit de notre système solaire, autre que la Terre, où l'existence d'eau liquide ait été prouvée. Mais la chose la plus intéressante à propos de Titan est son atmosphère. Elle a une épaisseur de 400 km. Cette distance est presque 40 fois plus grande que l'altitude de croisière moyenne des avions commerciaux sur Terre. Et elle est composée à 95% d'azote. À titre de comparaison, l'atmosphère de la Terre est composée à 79% d'azote, ce qui signifie qu'elles sont assez similaires. Le mystère est que personne ne sait comment cette atmosphère est apparue là. Une théorie suggère qu'il y a de nombreuses années, des météorites venaient s'écraser sur la surface de Titan presque sans interruption. Des roches massives entraient en collision avec la croûte, augmentant la pression et les températures sur cette lune. Dans de telles conditions, l'ammoniac présent dans l'air s'est décomposé en azote et en hydrogène. L'azote, qui est lourd, est tombé sur la surface de Titan, tandis que l'hydrogène, plus léger, s'est élevé et s'est répandu dans l'espace. Mais certains scientifiques contestent cette théorie. Un autre mystère du système solaire concerne l'étoile hypothétique Némésis et son existence réelle. Si tu regardes toutes les étoiles de notre galaxie, tu découvriras que la plupart d'entre elles sont jumelées, ce qui signifie que 2 étoiles orbitent l'une autour de l'autre. Statistiquement, le Soleil devrait donc lui aussi avoir un compagnon. Certains scientifiques ont donc émis l'hypothèse que les plus grandes extinctions de masse sur Terre étaient liées à un objet mystérieux dans l'espace. Ils ont suggéré qu'il y avait une naine rouge quelque part à moins d'1 année-lumière et demie du centre de notre système solaire, et qu'à chaque fois que cette étoile naine s'approchait du nuage d'astéroïdes, cela perturbait ces voyageurs de l'espace. Chaque fois que cela s'est produit, plusieurs astéroïdes ont été lancés vers la Terre et ont provoqué une extinction massive. Mais cette étoile n'a pas encore été découverte, et de nombreux scientifiques remettent en question cette hypothèse. Maintenant, regardons à l'extrême limite du système solaire. Un photon de lumière doit voyager pendant 1 an pour arriver jusqu'ici. Les scientifiques pensent que le nuage d'Oort existe dans cette zone. C'est une région hypothétique où des tonnes d'astéroïdes et de blocs de glace se rassemblent en nuages. C'est l'endroit le plus éloigné où la gravité du Soleil est encore un effet. On peut supposer que ce nuage sphérique entoure le système solaire. On pense que c'est de cette région que proviennent les comètes à longue période. Elles traversent le système solaire et retournent ensuite dans le nuage d'Oort. Ce voyage peut prendre des milliers d'années. Encore plus excitant, il pourrait y avoir une géante gazeuse appelée Tyché dans cette région. Certains scientifiques affirment qu'elle pourrait faire 4 fois la taille de Jupiter. Jusqu'à présent, aucune recherche n'a confirmé son existence. Bien que le nuage d'Oort soit encore considéré comme hypothétique, certains scientifiques pensent que les comètes de cette région sont responsables des principales extinctions de masse sur Terre. Maintenant, allons au-delà des frontières du système solaire. Là-bas, à 1500 années-lumière de la Terre, se trouve le trou noir le plus proche de notre planète. Les trous noirs sont les objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si lourds qu'ils attirent non seulement la matière, mais aussi la lumière. Plus encore, ils ralentissent le temps. Une fois qu'un objet se retrouve piégé dans la gravité d'un trou noir, il ne peut plus s'en échapper. La lumière et la matière se déposent progressivement près de l'horizon des événements et disparaissent bientôt dans l'obscurité infinie. Le temps s'écoule différemment ici. 1 minute près d'un trou noir sera égale à plusieurs semaines sur Terre. Le plus grand mystère est de savoir ce qu'il y a exactement à l'intérieur des trous noirs. Certains affirment qu'il n'y a rien d'autre qu'une pression écrasante qui détruit tout ce qu'elle rencontre. D'autres disent qu'il pourrait s'agir de portails vers une autre dimension ou que ce sont des trous de verre menant à d'autres endroits dans l'univers. Si c'était vrai, les trous blancs existeraient aussi, les portails de sortie des trous noirs et des trous de verre. Mais aucun trou blanc n'a été trouvé jusqu'à présent. Maintenant, que dirais-tu d'aller à la frontière hypothétique de l'univers ? On l'appelle le vide de l'Éridan. Si tu regardes la carte de l'univers, tu verras un point froid, vide, d'environ 1 milliard d'années-lumière de large. Toute la galaxie de la Voie lactée ne fait que 100 000 années-lumière de diamètre. Le principal mystère est de savoir comment cette tache est apparue. Une théorie affirme que ce vide est la cicatrice laissée par la collision de 2 univers parallèles. Imagine que les univers soient des bulles géantes, et un jour, 2 de ces bulles sont entrées en collision. Alors l'univers parallèle à notre bulle nous a arraché plusieurs galaxies. Pour l'instant, c'est la seule explication qui permette de comprendre comment un vide froid aussi immense a pu apparaître dans notre univers.